Partout dans le monde, d'anciens sites mégalithiques défient notre perception de l'histoire humaine. De Stonehenge aux pyramides de Gizeh, en passant par les statues Moai de l'île de Pâques et la pyramide du soleil à Teotihuacan. Ces sites nous obligent à repenser à ce dont nos ancêtres étaient capables. Et si les faits contenus dans nos livres d'histoire pourraient ne pas dire toute l'histoire de notre passé ? Au milieu de l'immensité infinie de l'océan Pacifique, en Micronésie, se trouve un site mégalithique aussi inexplicable et mystérieux qu'aucun autre sur Terre. Un site qui a été, pendant des siècles, un vivier de légendes et de secrets. Et pourtant, malgré son statut de l'un des sites antiques les plus énigmatiques et uniques au monde, la plupart des gens n'ont probablement jamais entendu le nom de Nan Madol. Il y a peut-être une bonne raison à cela. L'île micronésienne de Pohnpei est vraiment au milieu de nulle part. Au large de ses côtes à l'est s'étendent plus de 8000 km d'océan ouvert, jusqu'à ce que vous atteigniez la Californie. Tandis qu'à l'ouest, encore 4000 km d'océan jusqu'à Manille aux Philippines. L'île elle-même est petite et pour la plupart insignifiante, à peine 20 km de terrain inhospitalier d'un bout à l'autre. Couverte de jungle épaisse et de mangroves, avec une montagne escarpée s'élevant au milieu. Pourtant, malgré son emplacement éloigné et son terrain inhospitalier, Pohnpei abrite les vestiges d'une architecture mégalithique à une échelle sans précédent en Micronésie. Dans les eaux peu profondes au large de sa rive orientale se dresse un complexe de pierres insondables. 92 îlots artificiels construits au sommet d'un récif corallien, sur une zone d'1 kilomètre de long, tous reliés par un réseau élaboré de canaux bordés de pierres. Ces canaux de pierre donnent au lieu son nom, Nan Madol, qui se traduit par « dans les intervalles ». À une époque plus moderne, Nan Madol a reçu un autre nom, la Venise du Pacifique. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Tout au long du complexe se trouve une série de structures incroyables faites d'énormes pierres de basalte, des murs atteignant 17 mètres de haut et mesurant jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. Des colonnes et des bâtiments tous faits de pierre, pesant de 5 à 50 tonnes, empilés dans la manière dont on pourrait construire une cabane en rondin. Étonnamment, il a été estimé que plus de 750 000 tonnes de pierre ont été utilisées dans la construction du site. Comme l'a dit David Childress, qui a mené plusieurs enquêtes à Nan Madol dans les années 1980 et 1990, l'ensemble du projet est d'une telle ampleur qu'il se compare facilement à la construction de la Grande Muraille de Chine et de la Grande Pyramide d'Égypte en quantité considérable, de la pierre et de la main-d'œuvre utilisée, et l'étendue gigantesque du site. Simplement, Nan Madol est sans aucun doute l'un des sites mégalithiques les plus étonnants de la planète, et en fait le seul jamais construit au sommet d'un récif corallien. Mais qui a pu construire une telle chose ? À l'époque moderne, la datation au carbone effectuée sur les mégalithes de pierre du site suggère que la construction de Nan Madol a commencé vers 1180 après Jésus-Christ, ce qui a conduit à la conclusion que Nan Madol a été construit par la dynastie Sodler, qui régnait sur l'île de Pohnpei à cette époque. Selon cette théorie, lorsque les Sodler ont été renversés à la fin des années 1600, le site a été abandonné, laissant les mystérieuses ruines qui subsistent à ce jour. Et pourtant, des études supplémentaires effectuées sur le site indiquent que la première colonie remonte bien au-delà de 1180 après Jésus-Christ, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ou peut-être même au-delà. Peut-être que le mystère de Nan Madol va bien au-delà de la dynastie Sodler. Si Nan Madol a été construit il y a 1000 ans par la dynastie Sodler, une simple question se pose. Comment ont-ils fait ? Premièrement, aucune carrière de pierre n'existe à proximité immédiate du site, ce qui signifie que les énormes pierres de basalte qui composent Nan Madol doivent y avoir été transportées d'ailleurs. Mais comment ? L'île de Pohnpei est trop accidentée pour faire traverser des pierres, ce qui signifie que les constructeurs de Nan Madol aient obtenu les pierres de l'île ou d'une autre petite île ailleurs dans la région. Ils auraient dû les faire flotter à travers l'océan jusqu'au site. Au départ, certains proposent qu'ils auraient pu le faire en utilisant des radeaux de bambou. Une théorie qui a été rapidement invalidée lorsque le poids des pierres utilisées à Nan Madol a été pris en compte.
En fait, en 1995, une émission spéciale de Discovery Channel sur Nan Madol a essayé d'utiliser des radeaux de bambou pour faire flotter des pierres pesant 1 à 2 tonnes. Seulement une fraction de la taille de celle utilisée dans la construction du site. Mais ils ont trouvé les radeaux rapidement coulés. Mais disons, pour les besoins de la discussion, que les constructeurs de Nan Madol aient pu amener les énormes pierres de basalte sur le site, que ce soit avec des radeaux ou par une autre méthode inconnue. Cela n'explique toujours pas comment les pierres ont été soulevées et empilées dans des bâtiments, des murs et des canaux, par des personnes qui n'avaient même pas de poulies ou de levier ou d'autres avancées technologiques modernes. Aujourd'hui encore, soulever une pierre de 50 tonnes est une grande entreprise, nécessitant une grue puissante et une équipe expérimentée. Alors, comment une population des centaines d'années dans le passé, sans une telle grue ou même des instruments de levier de base, aurait-elle pu accomplir cela ? Mais encore une fois, même si les sauts-de-l'heure ont pu transporter les énormes pierres à Nan Madol d'une manière ou d'une autre, puis les soulever et les placer sans poulie ni levier, cela laisse encore un trou dans l'explication. À l'époque de la dynastie Saut-de-l'Heure, la population de toute l'île de Pohnpei était estimée entre 20 000 et 30 000 personnes, y compris les enfants et les personnes âgées. Simplement, cette population ne correspond pas à la main-d'œuvre nécessaire pour mener à bien un projet comme Nan Madol. L'île désolée pouvait à peine supporter la vie quotidienne de ses habitants, sans parler d'une entreprise comme la construction de Nan Madol. Certains ont estimé qu'étant donné la population de Pohnpei et le nombre de personnes en âge de travailler sur l'île, la création de Nan Madol aurait pris plus de 3 siècles. Ce que tout cela signifie est simple. Bien que les scientifiques pensent que Nan Madol a été construite par la dynastie Saut-de-l'Heure il y a environ 800 ans, ils n'ont en fait aucune idée de comment elle a été construite. Pour répondre à cette question, nous devrons peut-être chercher ailleurs. Selon l'histoire orale du peuple pohnpeian, Nan Madol a une origine très spécifique. Cela commence par l'histoire d'un groupe de 7 hommes et 9 femmes, qui sont partis de quelque part de l'autre côté de l'océan, à la recherche d'une nouvelle maison, parfois dans un passé lointain. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent un esprit pieuvre qui les dirigea vers une île inconnue de l'océan Pacifique. Mais c'était une ruse, et quand ils sont arrivés, l'île n'était pas plus grande qu'un canot, loin d'être assez grande pour s'y installer. Heureusement, les voyageurs possédaient des pouvoirs magiques qui leur permettaient d'appeler le reste de l'île au-dessus de l'eau. Et là, ils s'installèrent, construisant un hôtel en pierre au milieu, et nommant l'île Pohnpei, ce qui signifiait sur un hôtel en pierre. Au fil des siècles, 5 autres groupes de colons arriveront sur l'île, chacun apportant des connaissances magiques secrètes sur la façon de déplacer des montagnes, d'élever des récifs et de façonner l'île, construisant au fil du temps une civilisation florissante. Finalement, un 7e groupe est arrivé, amenant les sorciers les plus puissants à ce jour, les frères Olisipa et Olosopa. Ce sont ces frères qui ont construit Nan Madol en utilisant leur pouvoir magique pour faire voler d'énormes pierres de basalte dans les airs, comme si elles étaient en apesanteur, et en les empilant dans des îlots, des canaux, des murs et des bâtiments. Leur magie était si puissante que les frères ont conquis Pohnpei, fondant ce qui allait être connu sous le nom de dynastie Saut-de-l'Heure. À certains égards, cette histoire orale remplit l'histoire de l'île de Pohnpei à une époque antérieure à l'écriture de l'histoire. Une histoire de conquête, de construction de civilisation et de règne dynastique, expliquée à travers un mythe dramatique. Mais regardez de plus près l'histoire, et plus précisément la capacité des frères Olisipa et Olosopa à faire léviter d'énormes pierres pesant jusqu'à 50 tonnes dans les airs en utilisant une sorte de magie. Certains ont suggéré que ce n'était pas de la magie et que l'histoire n'était pas du tout un mythe, mais plutôt la mémoire populaire d'une technologie perdue. Mais quel type de technologie perdue aurait pu permettre à un peuple ancien de faire léviter des pierres extrêmement lourdes dans les airs ? Si vous avez déjà regardé notre chaîne, vous connaissez probablement déjà la réponse. C'est ce qu'on appelle la lévitation acoustique, décrite comme une technique consistant à soulever des pierres lourdes en faisant correspondre la fréquence sonore de la matière, en la rendant en apesanteur et en la déplaçant en place. Considérez les anciens sites mégalithiques du monde entier, construits à partir d'énormes pierres,
qu'il aurait apparemment été impossible pour les anciens de déplacer, et encore moins utilisé pour la construction, de Stonehenge à la grande pyramide de Gizeh et bien d'autres. Selon certains, l'existence de ces sites mégalithiques suggère que les anciens ont peut-être maîtrisé l'art de la lévitation par le son, ou une autre méthode obscure qui leur a permis de défier la gravité et de manipuler facilement des objets massifs. Ce qui augmente l'intrigue est le fait que dans presque toutes les cultures où des structures mégalithiques existent, il y a une sorte de légende qui dit que les énormes pierres ont été déplacées par des moyens acoustiques, soit par les sorts chantés par des magiciens, par des chansons secrètes ou par des gongs massifs, des trompettes, des lyres ou des cymbales. Mais la lévitation acoustique aurait-elle pu être utilisée à Nan Madol? Serait-ce le secret derrière un peuple ancien, déplaçant et empilant des pierres de plusieurs tonnes, enregistrées dans l'histoire locale, comme deux frères dotés de pouvoirs magiques? Peut-être. Ou peut-être y a-t-il une autre explication pour Nan Madol, qui est encore plus incroyable. Pendant des siècles, la tradition pohnpeiane a mis en garde contre les terribles pouvoirs associés à Nan Madol. Les habitants pensent que le site est gardé par des esprits placés là par les anciens pour le protéger des étrangers, et que quiconque perturbe le site sera maudit. Peut-être n'est-ce qu'un mythe promulgué par les habitants pour décourager les puissances coloniales de nuire à leur histoire. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Des étrangers venus d'Europe ont atteint l'île de Pohnpei pour la première fois au début des années 1800, après quoi ils ont immédiatement remarqué les ruines de Nan Madol. L'un des premiers à le faire fut le chirurgien d'un navire de commerce nommé Dr Campbell, qui enregistra avec éloquence le site dans un article de 1836, intitulé Island of Ascension. Selon ces mots, Nan Madol était l'œuvre d'une race d'hommes dépassant de loin la génération actuelle, dont la mémoire a été parcourue par de nombreux âges et dont l'oubli de l'histoire a obscurci à jamais, dont la grandeur et la puissance ne peuvent être retracées que maintenant depuis le reste éparpillé des structures qu'ils ont élevées, qui maintenant ondulent avec des conifères sur les cendres de leur gloire disparue, laissant à la postérité le plaisir de la spéculation et de la conjecture. Pendant des siècles, c'est toute la connaissance européenne sur Nan Madol qui s'est résumée à des spéculations et des conjectures, jusqu'aux années 1870, lorsqu'un anthropologue polonais du nom de John Kubary arriva à Pohnpei au milieu d'un voyage historique. Kubary avait pris un emploi dans une société commerciale en 1869, qui l'envoya à travers le monde dans les îles du Pacifique. Là, il a visité les îles de Samoa, Palau, Ebon, Jaluit et d'autres, ressemblant à des échantillons jamais vus auparavant et gagnant une réputation comme l'un des plus grands collectionneurs sur Terre. En 1873, il arrive sur l'île de Pohnpei, où il entreprendra la première exploration et description systématique des ruines de Nan Madol, ne regardant plus de loin comme les Européens avant lui, mais plongeant dans le site en tant qu'anthropologue pour tenter de découvrir les secrets du site. Malgré les avertissements vigoureux des habitants concernant la malédiction de Nan Madol, Kubary a collecté de nombreux ornements et outils sur le site et a même découvert des cryptes inexplorées qu'il a nommées les tombes royales. Comme il l'a noté dans son travail, toutes les tombes que nous avons explorées étaient remplies de corail. Partout, nous avons trouvé des restes d'ossements humains et des ornements très primitifs, bracelets et colliers, des outils, haches de pierre, etc. Les coquilles d'un spondylus, les espèces percées à la charnière et utilisées comme ornement de poitrine, étaient fortement représentées. Elles étaient mises en grand nombre avec les morts dans la tombe, et elles semblent avoir été un témoignage spécial de la piété des indigènes. Nous avons également trouvé autour des disques dans les tombes, percés au milieu, si prisés aujourd'hui, qui servent de monnaie et ornent la ceinture et le bandeau. La présence dans une même voûte de nombreuses mâchoires inférieures et frontales indique des sépultures familiales. Et le nombre de leurs tombes particulièrement remarquables qui contiennent des ossements étant limité à 13, nous concluons qu'il s'agissait exclusivement de tombes de rois ou de chefs. En 1874, Kubary était prêt à retourner en Europe avec son incroyable cache d'artefacts récupérés sur le site. Mais sur le chemin, la catastrophe a frappé.
Selon les mots d'un commerçant qui a accompagné le voyage de retour de Kubari en Europe, alors que leur navire tentait de manœuvrer à travers l'étroit passage océanique de Jalwit près des îles Marshall, au lieu de diriger le navire vers le bras sud du passage menant au mouillage, Becker, le capitaine, a dirigé sa poupe sur une pointe de récif qui divise le passage principal en bras nord et sud. Il a blâmé la mauvaise direction du navire, mais d'autres l'ont imputé à sa stupidité. Le navire a été totalement abandonné ce soir-là, et ses occupants ont pris leur quartier près de la station de Capel. Le lendemain, la mer s'est levée et s'est brisée sur le navire couché avec son pont vers la mer. Ses écoutilles ont dérivé, la cargaison a été emportée, et puis ses ponts ont soufflé. À 15h30, le mât principal est tombé. Le lendemain matin, le brick était complètement démoli et rien ne devait être vu, sauf un tas confus de fer cassé et tordu, de gréements métalliques et de quelques espars battus. Juste comme ça, le navire a été perdu et des centaines de caisses de Kubari contenant une grande partie de l'histoire de Nan Madol ont coulé au fond de l'océan, perdues à jamais. Pour Kubari, le naufrage a été dévastateur, mais malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer pour lui. En 1879, la société commerciale pour laquelle il travaillait fait faillite, le laissant sans emploi. Il a décidé de rester dans une plantation qu'il avait achetée à Pohnpei, où il a épousé une femme locale et a eu 2 enfants. Tragiquement, cependant, les 2 enfants sont morts dans l'enfance. Puis, en 1882, la plantation de Kubari a été démolie lorsqu'un ouragan est passé sur la région. Les quelques cocotiers restés sur pied ont ensuite été rapidement anéantis par une invasion de coléoptères qui a suivi l'ouragan. N'ayant nulle part où aller, Kubari s'est lentement mis à reconstruire sa plantation, prenant un travail intermittent avec des sociétés commerciales ou des musées, qui l'ont envoyé autour des îles du Pacifique quand ils le pouvaient. C'était jusqu'en 1895, lorsque les habitants de Pohnpei se sont révoltés contre la domination espagnole sur leur île et ont complètement détruit la plantation de Kubari une fois pour toutes. Sans espoir et sans le sou, Kubari se suicidera en 1896. Était-ce la malédiction de Nan Madol à l'œuvre? Kubari s'était-il attiré cette terrible série de malheurs lorsqu'il a retiré des artefacts et des ossements du site en 1873 et 1874. Au début du XXe siècle, Pohnpei était complètement sous la domination allemande et le poste de gouverneur avait été confié à un homme du nom de Victor Berg, un individu mesquin et vicieux qui avait passé une grande partie de sa vie d'adulte dans les îles du Pacifique. Bien qu'il ait été fortement mis en garde contre cela par les habitants, Berg commencera à explorer Nan Madol en 1907. Au plus profond du complexe, il découvrit une tombe scellée qui contiendrait les restes des anciens dirigeants de Pohnpei. Étonnamment, dans la tombe, Berg a trouvé des restes squelettiques différents de ceux que l'on avait vus auparavant. Les os étaient énormes, appartenant apparemment à une race de géants d'environ 3 mètres de haut. Était-ce même possible, s'est demandé Berg. Et si oui, qui étaient ces anciens dirigeants géants? La nuit de sa découverte, alors que Berg tentait de dormir, une violente tempête déferla sur l'île, martelant le terrain d'éclairs et de pluies torrentielles. Au loin, Berg et d'autres ont juré avoir entendu le bruit de conques résonner dans les montagnes de Pohnpei, tandis que, encore plus bizarrement, d'étranges orbes incandescentes remplissaient prétendument le ciel alors que la tempête faisait rage. Le lendemain, la tempête semblant passer, Berg était déterminé à poursuivre son travail sur Nan Madol. Mais alors qu'il se dirigeait vers le site, il s'arrêta soudainement et, sans avertissement, tomba mort sur place. Immédiatement, les habitants ont affirmé que le sort de Berg avait été scellé au moment où il avait dérangé Nan Madol. Sa mort et la tempête qui l'a précédé, preuve, disait-il, des super-pouvoirs surnaturels qui gardent le site. Un médecin allemand en poste sur l'île avait une autre explication, suggérant que la cause du décès était une insolation et un épuisement dû à la chaleur. Un diagnostic curieux pour un homme par ailleurs en bonne santé comme Berg, qui était dans les îles du Pacifique depuis de nombreuses années et était bien habitué à la température. Pourtant, comment il est mort n'est peut-être pas la question la plus importante qui se pose dans l'histoire de Victor Berg. Que sa mort soit le résultat d'une insolation ou d'une malédiction, il reste la question de ce que Berg a découvert avant sa mort. Des restes squelettiques qui semblent appartenir à des géants. L'histoire orale dit que les frères qui ont construit Nan Madol étaient des sorciers,
pourraient-ils aussi avoir été des géants? Cela pourrait-il expliquer comment ils ont pu déplacer des pierres aussi lourdes? Une chose est sûre, ce n'était pas la dernière fois que des géants seraient connectés à Nan Madol. Après la Première Guerre mondiale, le contrôle de l'île de Pohnpei passa aux mains du Japon. Comme ceux qui avaient gouverné l'île avant eux, les Japonais se mirent également à enquêter sur Nan Madol. Cependant, ce qu'ils auraient trouvé allait bien au-delà de tout ce qui avait été fait auparavant. Aujourd'hui, les archives de la domination japonaise sur Pohnpei sont fragmentées et la plupart du temps manquantes, car de nombreuses archives japonaises de la région ont été perdues lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, certaines sources restantes indiquent qu'avant la guerre, des scientifiques japonais ont découvert que les ruines existantes de Nan Madol construites au sommet d'un récif corallien n'étaient qu'une pièce du puzzle. Qu'en fait, Nan Madol s'étendait plus loin dans l'océan et sous les vagues, qu'il s'agissait en fait d'une ville entière engloutie. C'est là que les Japonais auraient trouvé d'énormes cercueils en platine au fond de l'océan. Encore plus incroyable, lorsqu'ils ont brisé les cercueils afin de les ramener à la surface, ils auraient trouvé les restes squelettiques d'humains géants mesurant 3 mètres de haut à l'intérieur. Cela pourrait-il être vrai? Ce qui est particulièrement intéressant dans ces découvertes, comme les découvertes de Berg avant elles, c'est que l'idée qu'une race de géants existait dans un passé lointain ne se limite pas à Nan Madol. En fait, il apparaît à travers les traditions humaines. Dans le livre de la Genèse, par exemple, il y a un enregistrement d'une race de géants profondément ancrée dans le passé, connue sous le nom de Néphilim. Même à l'époque moderne, d'énormes squelettes appartenant apparemment à des géants ont été découverts partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, dans la forêt amazonienne, en Asie et ailleurs. Est-il possible que l'existence de géants dans un passé lointain puisse expliquer Nan Madol? Si cela semble impossible, vous voudrez regarder notre vidéo qui rassemble toutes les preuves étonnantes découvertes à l'époque moderne, qui suggère que les anciens géants étaient réels et ont coexisté avec les premiers humains. Ensuite, vous voudrez peut-être jeter un œil à notre vidéo sur le livre d'Enoch, qui à un moment donné faisait partie du canon juif et chrétien avant d'être censuré, et qui raconte une histoire de l'humanité totalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. L'un était centré sur les géants et les sauvages qui mettaient en danger et pillaient l'humanité. Mais peut-être que pour trouver une réponse au mystère de Nan Madol, nous devons aller au-delà des ossements géants prétendument trouvés là-bas, et nous concentrer sur les cercueils en platine dans lesquels ils ont été découverts. Le fait est que les cercueils en platine ne sont pas la seule chose qui a été trouvée au large de Nan Madol. En 1939, un explorateur et auteur allemand nommé Herbert Rittlinger, qui avait visité Nan Madol pendant la période où il était sous contrôle japonais, a écrit sur ce qui avait été trouvé là-bas dans son livre The Measureless Ocean, ou L'océan sans mesure en français. Selon Rittlinger, les découvertes au large de Nan Madol allaient en fait bien au-delà des cercueils en platine. Comme il l'écrivait, sous l'océan se trouvait un centre brillant et splendide d'un royaume célèbre, qui avait existé il y a des millénaires. Les rapports sur la richesse fabuleuse avaient incité les plongeurs de perles et les marchands chinois à enquêter secrètement sur les fonds marins. Et les plongeurs étaient tous rentrés des profondeurs avec des histoires incroyables. Ils avaient pu marcher sur le fond dans des rues bien préservées, envahies de moules et de coraux. En bas, il y avait d'innombrables voûtes en pierre, des piliers et des monolithes. Des tablettes de pierre sculptées étaient accrochées au reste de pierre clairement reconnaissables. Ce que les pêcheurs de perles n'ont pas trouvé a été découvert par des plongeurs japonais dotés d'un équipement moderne. Ils ont confirmé par leur découverte ce que rapportaient les légendes traditionnelles de Pohnpei, l'immense richesse en métaux précieux, perles et lingots d'argent. En d'autres termes, Nan Madol n'était qu'un morceau d'une ville antique étonnante, perdue depuis longtemps sous les vagues de l'océan. Fait intéressant, cela correspond à la légende de Pohnpeian qui parle d'un autre royaume sous l'océan, au large des côtes de Nan Madol. À une époque plus moderne, d'autres preuves ont émergé soutenant cette théorie. Dans les années 1970 et 1980, les archéologues ont noté un vaste réseau de tunnels et de grottes sous Nan Madol menant à l'océan. Une équipe a suivi ce réseau jusqu'à une collection de piliers et de structures en pierre à environ 30 mètres sous l'eau.
spéculant que ce n'était que le début d'un vaste réseau de ruines sous-marines. Mais depuis lors, aucune enquête à grande échelle n'a été entreprise pour déterminer ce qui pourrait se trouver sous l'océan. Pourrait-il vraiment y avoir un autre royaume sous l'océan? Et si oui, qui l'a construit et d'où vient-il? Certains pensent qu'ils connaissent déjà la réponse. Sur cette chaîne, nous avons couvert en détail le légendaire continent perdu de Mu. Pour les non-initiés, l'idée a été introduite pour la première fois à la fin des années 1800, par un archéologue nommé Augustus le Plongeon, qui a affirmé qu'en travaillant dans la péninsule du Yucatan, qu'il était tombé sur une série d'anciennes transcriptions mayas qui parlaient d'un ancien continent perdu nommé Mu, qui avait été submergé sous l'océan autrefois dans un passé lointain. L'idée a été reprise dans les années 1920 et 1930 par un homme nommé James Churchward, qui a affirmé que pendant son temps en tant que soldat en Inde britannique, il avait connaissance d'un ensemble d'anciennes tablettes d'argile qui parlaient d'un ancien continent perdu dans l'océan Pacifique nommé Mu. Selon Churchward, le continent, qui s'étendait sur 4828 km du nord au sud et 800 km d'est en ouest, abritait une ancienne civilisation avancée qui existait il y a 50 000 ans, avant qu'elle ne coule soudainement au fond de l'océan et ne disparaisse à jamais. Compte tenu de l'emplacement de Pohnpei dans l'océan Pacifique, certains pensent que Nan Madol représente la périphérie du légendaire continent perdu. En fait, cela a été proposé par Churchward lui-même en 1926, avant que des cercueils en platine ou des tunnels souterrains ne soient jamais découverts. Cela pourrait-il vraiment être possible? Un autre royaume sous l'océan, au large de Nan Madol, pourrait-il vraiment être les vestiges d'une ancienne civilisation avancée, datant de plusieurs dizaines de milliers d'années? Certains disent qu'il y a encore plus de preuves qui disent oui. L'île de Pohnpei, bien qu'apparemment au milieu de nulle part, est en fait située à un endroit remarquable sur le globe. En plein milieu d'une zone de 482 km de long, dans laquelle naissent les typhons et les premières étapes de leur puissance et de leur sévérité sont développées. Aujourd'hui, nous savons que les typhons se forment non seulement à la suite de courants d'air froid entrant en collision avec les eaux chaudes de l'océan, comme cela a longtemps été postulé, mais qu'ils ont également une composante électromagnétique. Compte tenu de son emplacement, certains regardent les énormes pierres de basalte de Nan Madol, qui ont de fortes propriétés électromagnétiques, et proposent qu'elles ont dû y être placées afin de décomposer les qualités électromagnétiques des typhons, alors qu'ils tentaient de se former, leur faisant libérer leur énergie sous forme d'averses et protégeant la zone. En d'autres termes, Nan Madol n'est pas une ville ancienne, mais une sorte de projet de modification du temps construit intentionnellement. Déjà, cette capacité technologique suggérait au-delà de ce qui est possible à l'époque moderne, mais certains l'ont poussé encore plus loin. En approfondissant les propriétés électromagnétiques de Nan Madol, considérez que l'île de Pohnpei produit une activité sismique subtile et constante, qui génère de la piézoélectricité. Certains pensent que lorsque cette piézoélectricité rencontre les gigantesques pierres de basalte magnétisées disposées dans les canaux, les murs et les tours de Nan Madol, le site devient une source d'énergie. Comme l'auteur Frank Joseph l'a décrit dans un livre sur le sujet, transformer le champ magnétique naturellement vertical du basalte en une spirale amplifierait la puissance de toute décharge piézoélectrique en la faisant pivoter dans un circuit resserré et resserré, puis en focalisant le faisceau de sa couronne concentrée en le déchargeant vers le ciel. Plus simplement, Nan Madol n'a jamais été une ville. Certainement pas au sens ordinaire du terme, mais une centrale électrique sans aucun doute construite par les ancêtres des Pohnpeians. Encore plus incroyable, cela ressemble un peu au travail de pionnier de Nikola Tesla, qui a proposé quelque chose de similaire pour sa légendaire Wardenclyffe Tower au tournant du XXe siècle. Si vous n'avez pas encore entendu parler du travail de Tesla sur ce sujet, vous devez regarder notre vidéo qui examine la croyance de Tesla, selon laquelle la Terre pourrait être pompée pour produire de l'électricité, et comment il pensait que cela pouvait être fait. Le lien se trouve également dans le coin supérieur droit et dans la section des commentaires. Les habitants de Pohnpei auraient-ils travaillé avec le type de source d'énergie proposé par Tesla, des milliers ou des dizaines de milliers d'années dans le passé? Nan Madol aurait-il vraiment pu être une ancienne centrale électrique alimentant une civilisation ancienne avancée? Une chose au moins est claire.
Même si Nan Madol n'est qu'un mégalithe vieux de 800 ans construit par la dynastie Sodler, il s'agit de l'une des structures les plus étonnantes sur Terre. Mais cela pourrait bien être plus que cela. La clé des secrets du passé de l'humanité, du continent mythique de Mu et d'une civilisation ancienne avancée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et assurez-vous de vous abonner, en cliquant également sur le bouton de notification pour plus de vidéos comme celle-ci.